Here we have a typical barrack. It houses 75 men. Every one of them has his own bunk, naturally. Naturally. It will be rather awkward to have 3 men in one bunk. As for the blankets, you will notice they're very warm. 50% wool. They also smell of mothballs. When were they issued? This morning? What do you do for heat in this barrack? No stove. The men here used it as a trapdoor, so we had to remove it temporarily. How long is temporarily? I trust not until July. Here you see a typical meal the prisoners are getting. Schultz, what are we having today? Bean soup with ham hocks. Would you like to taste it? Thank you, no. Where's the ham hock? There should be a ham hock. When you find it, we'll send it to Geneva. Are there any complaints? Please speak up. Don't be afraid to talk. That's what the Geneva Convention is for. To protect the rights of prisoners of war, whether they are Americans or Germans. What have you got to say? I like it here. What about you? It's all right, considering. What happened to you? Were you beaten? Why don't you answer? What did you do to this man? They didn't do nothing. Who beat you? Nobody beat me. We were playing pinochle. It's a rough game. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 43. Cette semaine, émission Enfermement, seul contre tous et s'échapper. Dans ton bel uniforme, t'en jettes comme un panzer, tu m'as l'air en pleine forme pour partir à la guerre. Partisan du chaos, solution du chômeur, l'envie d'être un héros, toujours la même erreur. Maintenant t'es prisonnier, t'as le temps de regretter, tu braderas tes idées pour avoir à bouffer. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma quel est mieux que les autres, antépénultième émission de la saison. Et donc vous l'aurez compris via cette petite citation d'une chanson de Parabellum avec Stalag 27, nous parlerons ce soir de Stalag 17 de Billy Wilder qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray chez Rimini. Ensuite, nous parlerons de 2 sorties récentes, The Christophers, nouveau film de Steven Soderbergh, et enfin de The Plague de Charlie Pollinger. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma droite. Quelquefois à ma droite, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mission de cette émission, à la parole, il y a Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Parce que donc Thibaut ne peut pas être des nôtres ce soir pour des contraintes caniculaires et familiales, puisque donc la fête de l'école de son fils qui devait avoir lieu vendredi a été annulée pour se dérouler finalement ce soir. Et donc Thibaut, en père responsable, s'est dévoué pour aller entendre les cris des chiards jouer au chamboultou et à la pêche à la ligne. Voilà. Super. Voilà, et se faire offrir les fameux colliers de nouilles de fin d'année. Exactement, c'est ça. Et les téléphones en pot de yaourt. Et les colliers de bonbons qui se mangent, là, ouais. Je sais plus, qu'ils sont... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas top. Non, passé un certain âge, tu te dis, est-ce vraiment une si bonne idée? Non, puis t'as pas envie de bouffer des bonbons qui ont été sur un poignet avec de la sueur qui n'est pas à toi. Surtout pas en ce moment. Ouais. Bref, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ah, oh. Ça oui, c'est du bon travail. Donc les agendas locaux pour commencer, eh bien pas grand-chose, excepté demain à 18h45, vous pourrez voir en projection unique The Furious, le film de pif paf et de bagarre, qui donc n'était pas passé à Rennes lors de sa sortie nationale il y a 3 semaines, uniquement en périphérie à la Mézières et en VF, mais donc voilà, le cinéma Arvor rattrape dans ses séances jamais trop tard pour mieux voir, ou pour bien voir, je ne sais plus, et donc The Furious en séance unique, où vous risquez de croiser le Dr Erwan qui aime la bagarre, mais la bagarre dans les films, pas dans la vie. Hein.
Non, pas dans la vie. Pas très bagarreur. Non, mais dans les Juan. films, par contre, oui. Oui. Et puis, pour moi, un été sans film de bagarre, c'est pas vraiment un été, donc je suis très content que Voilà. ça puisse se passer. Un bel été commence forcément avec de la bagarre au cinéma. Généralement, moi, les films de bagarre que je vois pendant l'été, c'est souvent des bons films, en fait. Le peu qui sort, Oui, c'est vrai. voilà, il y a 2 ans, c'était, comment ça s'appelle Le film hongkongais. Ouais, le film hongkongais. City of Darkness. Ouais, City of Darkness. J'ai vu des Choyak aussi, j'ai vu des Détectives D, moi, l'été. Oui, c'est vrai, exactement. Donc, Les oreilles, les trucs comme ça. Ouais, voilà. Donc, moi, pour moi, l'été, maintenant, c'est plutôt associé Au pif-paf. Au film de pif-paf, voilà. Ce qui est toujours très bien. Exactement. Donc, j'ai hâte. Autrement, demain, aux sorties nationales, eh bien, du pif-paf, mais beaucoup plus numérique et un peu probablement gaulement triste, c'est Supergirl, donc le spin-off de Superman, réalisé par je ne sais plus qui et produit par James Gunn, le réalisateur du dernier Superman en date. Voilà. Voilà. Que je n'ai pas vu. J'ai dû en voir des bouts, je me suis dit, à quoi bon? Ben, voilà. Moi, j'ai arrêté. Mais peut-être iras-tu voir Permis de détruire, genre de suite à Permis de construire, tout réalisé par Eric Fraticelli dans La Corse Exploitation. Non. Où dans le premier, il y avait Didier Bourdon, et là, c'est Cadomerade. Non, bah ça sera sans moi. Mais comédie croquignolesque. Ah ben, tu me raconteras. Voilà, tu me raconteras. qui croque la Corse avec lucidité, mais en même temps amour, voilà, cette tendresse. Pour les insulaires et tout ça. Voilà, exactement. Ah Donc, ouais, tu me raconteras. Permis de détruire. Autrement, il y a un long métrage Dark and Gritty avec Hugh Jackman et Jodie Comer qui s'appelle On l'appelait Robin des Bois. Une genre d'énième variation sur Robin et Marianne, un peu comme le Robin and Marianne de Richard Lester, mais la version, oui, en fait, vous avez cru que c'était ça, Robin des Bois, mais non, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus dur. Donc Hugh Jackman... Attends, mais Robin des Bois, personne n'a dit que c'était pas sombre et dur, en fait. Même dans le Curtis, qui est super, qui est bien chamarré, mais même dans le Curtis... C'est quand même bien violent. Hein. Ouais, il y a quand même du mort. Il y a beaucoup de morts, même. Enfin, voilà, il y a quand même... Il y a même des gens qui meurent salement. Ben ouais, carrément, voilà. en fait. Non, mais là, ils disent, voilà, c'est Dark and Gritty. En gros, c'est Hugh Jackman qui a une grosse barbe et qui est sale et qui parle avec une grosse voix et il fait tout gris. D'accord, ok. Là, ils ont vraiment mis le filtre fin d'automne, Moyen-Âge, quoi, où il fait toujours un temps de merde. Toujours grisâtre. Ouais, voilà, c'est ça, le filtre pour les... Le filtre médiéval. Ouais, le filtre qui sert dans Game of Thrones quand ça se passe dans le Nord. Et voilà, c'est ça. On fait une photo désaturée et grise. Mi-glacée, voilà, entre vert et blanc, et entre le blanc de la neige et le vert des feuilles qui tombent. Entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité, bien sûr. Bon, bah ça a l'air super. Voilà, autrement, il y a un film d'animation français qui s'appelle In Waves, qui est basé sur un roman graphique français. Paraît-il que c'est bien. Aussi, voilà, oui. Apparemment, c'est très bien, oui. La Paraît-il que bande-annonce, ça m'a pas du tout vendu du rêve, des gens qui font du surf et qui sont malades, et c'est l'amour, et c'est triste, et compagnie, mais ça a l'air assez joli, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, In Waves. Sinon, il y a le dernier documentaire en date de Werner Herzog dont nous avions parlé ici il y a quelques semaines, donc Ghost Elephant, qui sort en salle. C'est au TNB. Oui, exactement. Allez-y, oui, parce qu'en plus, il y a eu toute cette année une mini-rétrospective, pas intégrale, mais autour du travail de Werner Herzog, notamment son travail documentaire. Donc allez le voir, évidemment, ça va être trop bien en plus, pour entendre la voix de Werner résonner sur des grosses enceintes. Et autrement, une ressortie lasse pour bien faire chialer tout le monde juste avant l'été, c'est Le Tombeau des Lucioles de Isao Takahata qui ressort. Oh, c'est super bien, mais c'est super triste. Ah oui, t'as pas envie de le mater toutes les semaines. Qu'est-ce que c'est triste comme film. J'aurais pas envie de le revoir, mais bon, j'irai tout seul par pudeur. Ouais. Oh, je sais pas si j'aurai le courage. Je me mettrai au fond de la salle. Je sais pas si j'aurai le courage là. Voilà, qui repassera à la revoir notamment. Ouais, je sais, j'ai vu ça. C'est... Ouais. Hein, après un film de pif-paf, un petit tombeau des Lucioles. Un petit tombeau des Lucioles pour enchaîner, quoi. Et autrement, parce que comme tu es mélomane, tu pourras aller voir au cinéma aussi Julien Doré, le dernier Pestacle. Déjà, il appelle ça Pestacle, donc ça donne pas envie. Et en plus, c'est Julien Doré. Voilà. Ouais, bon, ça sera sans moi. Une passion pour Julien Doré, peut-être ? Nope. Non, rien à foutre. Oui. Enfin, non. Pas d'hostilité, mais... mais laissez-moi tranquille. Une vague indifférence. Oui, voilà, on va dire. Voilà. On s'excuse, hein, Julien, mais non. Voilà. C'est juste que voilà. On n'a rien à foutre. Non, voilà. On te laisse vivre ta vie, tu laisses vivre la nôtre, et puis ça se passera bien comme ça, quoi. C'est comme un peu comme moi et le chou-fleur, quoi. Ah ouais. On coexiste dans le même univers, mais on se rencontre pas, quoi. C'est ça. Ah oui. Vraiment une. Ouais, mais sans hostilité. Rien contre. Non, c'était une haine quand j'étais enfant et ça s'est transformé en indifférence polie. Ah, c'est ça la maturité. Voilà. Je ne frappe plus les gens qui mangent du chou-fleur. Déjà, je tape plus les gens. J'ai plus d'accès de violence vis-à-vis des gens qui mangent du chou-fleur. Et c'est tout à ton honneur. Voilà, exactement. Donc voilà, la semaine prochaine, nous ne parlons pas du tout de tout ça, mais bon, pour préparer la sortie de l'Odyssée de Christopher Nolan, nous ferons une émission spéciale Péplum, Gros Biscotto et Mec en jupette.
Voilà, ce qu'on ne retrouvera probablement pas dans Christopher Nolan, mais bon, c'est pour avoir un peu de couleur dans les yeux avant de Nolan, quoi. Exactement. Bref, nous allons passer à la section critique de cette émission et nous allons nous diriger vers des prisonniers qui cherchent à s'évader. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Stylab et donc c'était évidemment les Ludwig von 88 avec Je suis un évadé, car d'évadés ou en tout cas de gens qui cherchent à s'évader, il en est question dans le long métrage que Billy Wilder signait en 1954, Stalag 17, qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray chez Rimini, et qui est donc un film important dans la carrière de Billy Wilder, sur laquelle on va revenir, grande figure du cinéma américain classique, en tout cas de l'âge d'or, principalement connu, enfin pas principalement, mais... Alors moi je nuancerais quand même, parce qu'il fait partie justement de la génération des années 40, c'est-à-dire la génération des scénaristes passés à la réalisation. Ouais, c'est-à-dire plutôt génération Aldrich, Huston... John Huston, Aldrich, même Aldrich c'était encore un poil plus tard. Parce qu'Aldrich, lui, c'est vraiment la téloche et tout, quoi. Oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment une espèce de génération entre deux, entre les gros réalisateurs des années, enfin, les réalisateurs des années 30. Et là, c'est vraiment Mankiewicz, Huston, Wilder, voilà. Parce que Billy Wilder commence sa carrière au milieu des années 30, mais surtout son long métrage qu'il lance, on va dire, c'est en 42, donc en pleine guerre. Film un peu d'effort de guerre, comédie qui s'appelle Uniforme et jupon court, et qui après fera un peu ses armes, on va dire, dans le genre, dans le polar, dans le thriller, le plus connu étant évidemment 44, Assurance sur la mort. Et Boulevard du Crépuscule. Et Boulevard du Crépuscule en 50, c'est ça. Et donc en 51, avant Stalag 17, Billy Wilder sort un de ses films. C'est le poison, c'est ça ? Le Gouffre Chimère, qui était probablement à cette époque son film le plus ambitieux en termes de budget, en termes formels, avec une immense vedette qui était Kirk Douglas, film complexe sur un sujet pas facile non plus, qui ressort en fin d'année aussi chez Rimini, justement, là, qui va sortir toute une vague de films de Billy Wilder. Et donc, film important pour lui, mais film qui s'est assez royalement planté au box-office. Évidemment, vu le sujet, vu le film, c'est pas forcément commercialement le truc le plus vendeur, mais donc 2 ans après, il revient avec un nouveau film qui, là, par contre, va plutôt le lancer justement et le lancer vers une salve de films à la fois dramatiques mais qui sont surtout portés vers la comédie et qui est finalement quelque chose que fera Wilder dans quasiment tout le reste de sa carrière, parfois en faisant vraiment des pures comédies comme certains Lame Show et compagnie, mais dans lequel il y a toujours un fond réflexif, on va dire, à la fois sur ce qui fait ou pas l'unité américaine et ce qu'est en fait l'individualisme états-unien face à un groupe de personnes a priori plus ou moins soudées, on va dire. Et ce qui est donc en gros ce qu'on retrouve dans Stalag 17, qui est à la fois un film de prisonnier, mais un film de prisonnier particulier, puisque c'est pas un film de tolard, mais c'est un film de prisonnier de guerre, qui était quelque chose qu'on ne voyait pas trop à l'époque, et surtout pas dans le cinéma américain, justement sur les soldats alliés, on va dire, qui sont prisonniers, qui sont mis en position de faiblesse, et de voir comment est-ce qu'en fait ce microcosme-là montre aussi les tensions internes au camp des Alliés, mais aussi des diverses personnalités, et notamment américaines dans le cas de Stalag 17, donc qui réunit plusieurs militaires, notamment des aviateurs, qui sont prisonniers dans un camp allemand. Et ça va être les relations entre les geôliers et puis les prisonniers, des questions de trahison, des questions de taupe et d'un personnage plus individualiste et a priori égoïste que les autres, joué par William Holden, tout jeune et déjà magnifique, et qui évidemment va être pris en grippe par ses autres camarades, parce qu'il ne fait pas corps avec le reste des alliés, mais qui est plutôt vu comme un collabo. C'est un film qui est important, donc à la fois dans la carrière de Billy Wilder, où assez régulièrement il dira que c'est à la fois un des films qu'il a préféré faire et un de ses films préférés tout court. C'est marquant pour lui parce que là, ça l'amène vraiment vers la forme de cinéma vers laquelle il va se spécialiser et dans laquelle il va briller, mais c'est aussi un film qui a une importance en termes de représentation, justement sur la question des prisonniers de guerre dans les camps allemands, et qui influera sur
finalement ce qui est presque un sous-genre du cinéma de guerre américain. Je pense que la grande évasion de Sturgis doit beaucoup au film de Wilder et une série évidemment comme Papa Schultz, Stalag... qui s'appelait Stalag 13 moi, quand j'étais petit. Stalag 13, exactement, où d'ailleurs les producteurs feront un procès à la chaîne qui produit Papa Schultz en disant que c'est quand même un énorme plagiat, mais sauf que les créateurs... c'est un énorme plagiat, puisque le chef, comment dire, le personnage de l'officier nazi qui est en relation avec les prisonniers s'appelle Schultz et a vraiment le comportement. Quel personnage il y a la même dynamique, en fait, il y a la même dynamique. Mais sauf que la Paramount, visiblement, perdra son procès. Moi, je pensais que ça avait vraiment été initié par la Paramount, parce que moi, c'était la 13, quoi. Et ils ont vraiment pompé l'idée comme des salopards. Et la Paramount perdra son procès pour le plus grand plaisir de Billy Wilder, parce que c'est que Stalag 13, Stalag 17 qui va mettre fin à sa relation avec la Paramount, qui était son producteur historique jusque-là, justement pour des questions d'ingérence des instances du studio de la Paramount dans la volonté artistique de Billy Wilder. Donc après, il se tournera évidemment vers d'autres studios. Donc je le disais, film marquant pour Billy Wilder par bien des aspects. Et à la revoir, parce que je ne l'avais pas vu depuis un petit moment, c'est quand même assez formidable dans le film, parce qu'il y a à la fois tout le sens du rythme que met Billy Wilder dans ses drames, mais aussi plus tard dans ses comédies. Film qui est très ambigu, où régulièrement on ne sait plus trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on voit justement ce côté mélange film de guerre, film de troupe, film de comédie, quand on voit tous les prisonniers dans leur baraquement en train de faire leur jeu, en train d'essayer de s'évader, d'échafauder des plans, mais en même temps le drame qui arrive régulièrement, la question de la paranoïa, parce qu'il y a une taupe, il y a une surveillance et compagnie qui se mêle dedans. En fait, c'est un mélange de La Grande Évasion et puis de, comment ça s'appelle, de MASH. Oui, exactement. On est finalement dans cette espèce d'entre-deux. Je pensais à MASH aussi. Entre la comédie troupière et puis le drame de guerre, en fait. Quoi. Parce que la comédie troupière, c'est quasiment aussi un autre sous-genre en soi. Et qui existe d'ailleurs pas qu'aux États-Unis. Oui, en France, c'était le film de Bidas, ce genre de choses, quoi. Donc Docteur. Charlot, Grande Manœuvre. Oui. Les Bidas aux Grande Manœuvre. Les Bidas aux Grande Manœuvre, pardon. Et Charlot en folie. Mais voilà. Alors moi, je trouve que moi, je suis assez, j'ai pas tout vu de Wilder, mais je suis assez amateur, moi, quand même, de Wilder. À la fois parce que je trouve que j'ai pas tout vu non plus, mais à chaque fois, je suis quand même assez je trouve que épaté. Je trouve en fait que tu sens que c'est un ancien scénariste et tu sens que c'est un mec qui a bossé avec Lubitsch. C'est-à-dire c'est un mec qui connaît, je trouve, Lubitsch, qui pour le coup est genre vraiment le grand patron de la comédie classique. Qui a plutôt fait de la comédie de mœurs, ce que fera d'ailleurs aussi Wilder par la suite, mais finalement il applique des recettes à d'autres genres, quoi. Même si par ailleurs Wilder a aussi fait du drame et que ces drames sont très bien. Boulevard du Crépuscule, pour moi c'est un de ses meilleurs films, quoi. Et même La Garçonnière, qui a aussi des ressorts comiques, mais qui est quand même foncièrement triste. Qui est hyper sombre. Et en fait, moi ce que j'ai plutôt apprécié justement, c'est cette espèce d'entre-deux, en fait, qui fait qu'on n'est pas totalement dans le film bouffon, même s'il y a des moments bouffons. En fait, c'est plutôt certains personnages qui véhiculent en fait la bouffonnerie, d'autres personnages qui véhiculent les reliefs comiques. Et finalement, on est plus dans quelque chose, alors sans vouloir trop sortir les grands mots, mais on est dans une logique qui est, à mon avis, plutôt une logique shakespearienne. C'est-à-dire que quand tu lis du Shakespeare, en fait, dans du Shakespeare, dans Hamlet, par exemple, t'as des moments drôles. Dans Roméo et Juliette, il y a des moments drôles. En fait, il y a des personnages qui sont vecteurs en fait de comique et d'autres personnages qui sont vecteurs de tragique. Et on mélange les deux en même temps. Et donc finalement, il s'inscrit dans une veine qui est une veine assez ancienne de la littérature anglo-saxonne et notamment du théâtre anglo-saxon, puisque c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, du théâtre anglo-saxon. D'autant que rappelons que Billy Wilder n'est pas américain, il est d'origine... Alors, autrichienne, si mes souvenirs sont bons. C'est un Autrichien, je crois. Il est né dans l'Empire austro-hongrois. Aujourd'hui, la Pologne. Voilà, donc Europe de l'Est, d'origine autrichienne, mais il est né je crois qu'il est né en Silésie, je crois, du côté de la Pologne. En Galicie. En Galicie, pardon. Pologne, exactement. Excusez-moi, je m'excuse auprès de effectivement, il est autrichien, l'Empire austro-hongrois. Mais il était aux frontières vraiment nord de l'Empire austro-hongrois. Bon. Rappelez-vous à l'époque où c'était quand même beaucoup plus simple l'Europe, il y avait 4 pays. Mais surtout le truc, c'est qu'il a été formé en Allemagne, Wilder, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Comme Monsieur de Mac, avec qui il a bossé justement sur par exemple Les Hommes le Dimanche. Et je crois que est-ce que c'est son premier film sur la guerre? Je crois que oui. Et ça, c'est intéressant parce que ça lui permet aussi de quelque part de se venger de donner une représentation des Allemands qui est aussi entre l'Allemand sadique joué par Otto Preminger,
Très bon choix Ça, de casting. qui n'a pas à se forcer. Qui n'a pas à se Otto forcer. Preminger, qui était juste aussi un des taré, grands metteurs en scène. Qui était un tyran, qui était connu pour être. Qui a une réputation effectivement de garçon un peu vif, un peu rude. De gros, allemand, quoi. De gros bourrin. Et donc Papa Schultz, qui lui représente une version plus bonhomme, une espèce de nazi parodique. Et là aussi, on navigue un peu entre les deux. C'est-à-dire que, et c'est marrant parce que c'est 10 ans après la guerre, quoi. Donc il y a une capacité. Moi, je trouve que ça montre aussi la capacité à la fois du cinéma américain, mais de Billy Wilder lui-même, d'être capable de parler en fait de choses qui sont très récentes et qui ont été douloureuses. Je veux dire, les prisonniers de guerre et tout, c'était pas Stalag 17, quoi. C'était pas trop la marade. Non, mais c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est quand même le génie de l'industrie hollywoodienne de s'emparer extrêmement vite. Cette capacité à réagir. Donc, comme évidemment, entre 40 et 45, c'était les films de l'effort de guerre, donc plutôt propagandistes, mais qui, pareil, étaient quand même vraiment à chaud sur l'actualité entre les documentaires et puis les films de fiction. Et tout de suite après, il y a quand même déjà le regard critique. Il y a Attack de Aldrich qui doit un peu plus tard, mais qui doit dater de la même période. Film de William Wyler qui n'est pas un film de guerre, mais qui est les plus belles années de notre vie, justement sur le retour des combattants, de 3 combattants américains dans leur petite ville et toutes les conséquences, les PTSD, les traumas, les mutilés de guerre et compagnie, mais vraiment qui est juste au sortir de la guerre quasiment. C'est-à-dire où le cinéma, comme souvent je trouve aux États-Unis, est un exorcisme en fait des conflits armés, en fait, est une sorte de catharsis des conflits armés. À la fois ça permet de récupérer directement à la fois l'héroïsme et les traumatismes de la guerre et d'en faire un discours critique tout en glorifiant en même temps. C'est complètement le cas dans Stalag 17 où effectivement il y a cette espèce de côté très gouailleur en fait des soldats américains qui sont des grandes gueules, qui sont des fiers à bras. Voilà, qui sont des fiers à bras. Où moi je m'y connais pas assez en accent, mais pas en accent, tu peux presque dire de quelle ville ils viennent, de quelle classe sociale ils viennent, de quel état en tout cas, voilà. de quelle partie. Et il y a plein de trucs sur les histoires de classe sociale, sur justement les pilotes qui se font abattre mais qui eux viennent de la haute, qu'on soupçonne toujours d'être planqués, etc. Parce que traditionnellement les aviateurs justement c'était plus un peu genre de bourgeoisie de l'armée, tout comme ceux qui étaient chez les blindés, c'était les anciens mecs de la cavalerie, donc il y a tous ces rapports de classe là, qui sont un peu sous-jacents et presque évidents dans la manière dont justement, le film Wilder. Mais l'aspect le plus intéressant, c'est le personnage de William Holden. C'est-à-dire le fait que le personnage de William Holden, lui, représente une autre Amérique, qui est une Amérique hyper individualiste, hyper capitaliste, et qui, quelle que soit la situation, qui finalement est l'Amérique, et qui est l'Amérique du plan Marshall en fait. C'est-à-dire quel que soit la situation, on va faire du business. Même si on doit faire du business avec les ennemis, on fera du business quand même parce toutes les opportunités sont bonnes. Exactement, toutes les opportunités sont bonnes. Et justement, c'est un personnage intéressant parce que c'est le héros. Mais c'est un héros pas héroïque. Et ça, c'est un personnage qui, je trouve que ça en fait un personnage. C'est Henry Ford, quoi. Mais c'est un personnage. Ouais, mais et pour autant, c'est un mec qui est malhonnête jusqu'à un certain point. Et le point où il peut pas qu'il peut pas dépasser, c'est la question de la trahison. Ouais, c'est-à-dire qu'il c'est la trahison patriotique. Il est malhonnête. La trahison patriotique. Il est malhonnête mais moral. Quelque part, oui. Et ça, je trouve que la progression du personnage est intéressante. Moi, il y a un autre aspect qui m'a intéressé dans ce film-là. Et j'ai trouvé ça à l'occasion de 2-3 scènes où j'ai vraiment trouvé que la mise en scène était vraiment... Et c'est là où je me suis dit, Wilder, c'est pas juste un bon scénariste, un bon directeur d'acteur, c'est aussi un bon metteur en scène. Il y a 2 scènes, moi, que j'ai retenues. Et qui sont des scènes qui sont pas évidentes parce que c'est des scènes en intérieur, c'est quand même quasiment un huis clos, et un huis clos ça peut vite devenir du théâtre filmé. De toute façon tout se passe dans un camp et ça se passe dans 2 ou 3 décors intérieurs. Voilà, exactement. 2 baraquements puis l'extérieur juste devant le bureau du commandant du camp. Exactement. Quoi. Et avec toi, ça c'est un petit détail où pour pas qu'il salisse ses bottes, ils lui sortent des planches, ils mettent des planches pour qu'il puisse traverser la boue. Donc ça, tout le côté aristocratique du personnage, tu le sens juste à l'image, avec juste ce détail-là, tu sens ça en fait. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée visuelle. Que Stalag Wilder, il aimait bien bosser avec des metteurs en scène allemands compliqués, entre von Stroheim et puis Preminger. Complètement, avec des psychopathes. C'est bien avec des psychopathes. Et donc il y a 2 scènes, donc dans la baraque, il y a 2 scènes, moi je trouve, qui m'ont vraiment marqué par leur mise en scène et par leur travail, notamment sur la profondeur de champ. Et qui sont en plus relativement... l'une est importante dramatiquement, l'autre est annonciatrice de quelque chose qu'on va retrouver chez Wilder plus tard. La première, c'est la scène du Nouvel An ou de Noël, la scène du réveillon. Noël. La scène du réveillon, et c'est la scène en fait où William Holden se rend compte qu'il y a un traître.
où il se rend compte qu'il y a une taupe à l'intérieur du truc, avec un truc avec une ampoule, avec un nœud fait dans le câble d'une ampoule qui permet de savoir le sens du détail, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que parce que c'est une scène qui se passe avec en arrière-plan tous les soldats qui font une espèce de chenille. Oui, puis qui dansent, qui font des slows, ils chantent une chanson qui sera d'ailleurs reprise, dont le thème sera d'ailleurs repris par Stanley Kubrick dans Dr. Folamour, qui deviendra un des leitmotifs. C'est Johnny Comes Marching Home, voilà, qui est un des grands chants révolutionnaires de la guerre d'indépendance et puis après la guerre de sécession des unionistes. Exactement. Donc voilà, donc il y a cette scène-là, moi j'ai trouvé qu'elle était super bien foutue parce que c'est une scène où il n'y a pas de dialogue, où tu as vraiment un contraste entre l'aveuglement quelque part des autres personnages. L'enivrement. Ouais, et voilà, l'enivrement, l'aveuglement, le déni finalement des autres personnages qui continuent à festoyer, qui essaie quand même d'avoir une espèce de semblant de normalité et le personnage principal qui capte qu'il y a quelque chose qui va pas en fait et qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark littéralement dans cette baraque. Et la deuxième scène que j'ai trouvée super, c'est la scène où les hommes dansent entre eux. Oui. Elle est super parce que c'est une scène pour moi qui annonce complètement certaines choses. J'y ai pensé à parce qu'à un moment donné, il y a un personnage masculin qui se travestit. Qui met une perruque blonde. Hein. Voilà, qui se travestit en actrice, en plus, qui se travestit en Betty Grable, dont un autre personnage est fou amoureux et l'autre personnage est ivre et en fait se rend pas compte. Il est persuadé que c'est elle. Il est persuadé que c'est Betty Grable. Et donc il y a une scène, il y a une espèce de scène il y a une scène de danse à deux comme ça. D'un plan très long où en fait, comme ils font un slow, on voit les réactions des deux personnages au fur et à mesure. Tout ça, et où l'amitié et l'attirance, le désir finissent par être en train de se mélanger sans qu'il y ait moi j'ai pas ressenti par contre la dimension discriminatoire ou homophobe qu'on pourrait mettre dans ce genre de scène là. Aucun des deux personnages n'est ridicule. Ils sont celui qui est déguisé en femme est surpris, mais il est pas surpris avec une espèce comme quelque chose qui serait du rejet ou quelque chose comme ça. Et ça, et pareil, c'est une scène où la caméra, comme dans l'autre scène, et là la caméra fait des allers-retours en fait à l'intérieur de la baraque. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était assez discret, mais je trouvais que c'était virtuose en termes de mise en scène. C'est des scènes précision avec autant de comédiens dans un endroit aussi restreint et que les caméras à l'époque, c'était pas des mini-DV. Exactement, pour faire passer la caméra. On reparlera des mini-DV, des mini-caméras avec The Christopher tout à l'heure, quoi. Mais c'est vrai que moi je me suis dit, putain, il y a des trucs de chorégraphie des corps avec des personnages qui se séparent juste pour laisser passer la caméra et tout. C'est du pur timing et c'est du blocking, quoi. C'est virtuose. Moi j'ai trouvé ça, j'ai été parce que souvent les pièces de théâtre, l'adaptation de pièces de théâtre au cinéma, c'est pas évident à faire. Oui, parce que c'est une adaptation d'une pièce. Exactement, de transformer ça en quelque chose de cinématographique, c'est pas simple en fait. Et je trouve que là Wilder il réussit complètement son coup en donnant quand même justement des moments assez touchants, des moments qui dramatiquement fonctionnent bien en plus. C'est-à-dire que la virtuosité de la mise en scène est au service de quelque chose qui a à voir avec la dramaturgie et c'est pas juste de la gratuité. Et en plus, c'est-à-dire que le drame ne surgit pas uniquement de la part de personnages qui meurent, justement parce qu'ils cherchent à s'évader quand même de manière perpétuelle, évidemment. C'est un peu le boulot de prisonniers de guerre, c'est de s'échapper des camps et de continuer le combat par tous les moyens possibles. Donc il y a évidemment des drames là-dessus, des morts, qui arrivent notamment en début de film pour entre guillemets poser un peu le décor. Toute cette scène aussi avec les cadavres dans la cour, avec les voilà, où on soulève le drap pour montrer ça aux prisonniers, pour leur montrer ce qui les attend et tout. Là, pareil, c'est super bien ambiancé, quoi, super bien mis en scène, quoi, cette scène-là. Quoi. Pour montrer le côté justement prisonnier de guerre et derrière le film de Bidas, le film de troupe, il y a évidemment toujours ce côté presque réaliste, en tout cas de ramener à des choses très concrètes. Le film de guerre. Avec en plus des acteurs, plein d'acteurs secondaires. Alors évidemment, il y a, comment il s'appelle, Peter Graves, qui joue dedans. Tout le jeu. Il est tout jeune. Bien avant Mission Impossible. Il est tout jeune, mais tu le reconnais bien. Et alors, tu as deux autres acteurs, moi, que j'aime bien, qui sont un peu les deux chefs du baraquement. Oui. Il y en a un, je sais plus qui c'est, mais je l'ai vu dans 15 millions de films. Le petit Don Taylor. Ouais, le petit qui a une tête de comptable. Ouais. Et il y en a un autre qui ressemble à Chris Pratt, qui est très bien aussi dans le genre, tu vois, soldat ouvrier, soldat prolo. Et je trouve qu'il est très bien lui aussi, il joue très juste et je trouve que là aussi, tu vois, dans le jeu des acteurs, il y a une espèce de modernité en fait dans le jeu des acteurs où je trouve que ça déclame pas tant que ça en fait justement pour une pièce de théâtre, ça reste assez naturaliste justement comme approche du jeu d'acteur et j'ai trouvé ça plutôt c'est l'époque du cinéma américain justement post-seconde guerre mondiale en mode acteur studio, voilà, ça commence où il y a toute une nouvelle génération de comédiens qui ont un jeu entre guillemets pas réaliste mais un peu plus naturaliste sans non plus
non plus tomber dans un truc un peu énervant. Quelque chose qu'on retrouvera dans 12 hommes en colère, Oui. de lui mettre quelques années plus tard, quoi. Tu vois, cette espèce de capacité de ces acteurs qui sont souvent des acteurs qui viennent du théâtre, mais qui pour certains ont d'ailleurs fait aussi des carrières à la télévision, et qui sont vraiment une génération d'acteurs où ça matche bien, quoi. Tu vois. Et William Holden est toujours formidable, toujours déjà, formidable. il avait tourné quelques années avant dans Boulevard du Crépuscule, déjà avec Wilder. Il sait se rendre à la fois sympathique et antipathique. Il est apparemment, assez fort là-dessus. Pour Holden, c'était assez difficile parce qu'il voulait rendre son personnage un peu plus sympathique, parce que c'est vrai que comme c'est un loner et qu'il ne fait rien pour être accepté par ses camarades, il est vraiment assez antipathique pendant quand même une bonne partie du film. Ouais. Et d'où en fait l'ambiguïté ou l'attachement ou non qu'on a pour lui selon certaines scènes. Quoi. Oui, ou des fois, parfois, on penche du côté des autres soldats, quoi. Même si, en disant t'abuses, mec. Même si quand il commence à se faire accuser d'être la taupe, on se dit, moi, c'est William Holden, ça m'étonnerait beaucoup que ça soit William Holden la taupe. Même pas lui. Alors, nous ne dirons pas qui est la taupe, mais taupe il y a, bien évidemment. Et il y aura donc un plan destiné à révéler la taupe. Et c'est plutôt bien fichu. Ouais, parce que c'est pareil, c'est un pur truc d'écriture, Ah en ouais, fait. Il marche, un truc de mécanique d'écriture qui marche. Ouais, et puis de sous-entendus, de double sens, de conversation à double sens entre les personnages et tout ça. Non, c'est vraiment film très et les acteurs, l'acteur qui joue Papa Schultz, qui joue Schultz, est super, moi je trouve, en nazi parodique, en nazi bonhomme. En nazi bonhomme, voilà, c'est ça, en nazi bonhomme. Je trouve qu'il est plutôt en nazi jouisseur, en fait, Ouais, une espèce de nazi jouisseur. Parce qu'il est rond, parce qu'il a une faconde. Ouais, puis bon, il a une maîtresse, il aime bien la bouffe, enfin voilà, une espèce de nazi jouisseur. Mais qui, in fine, on nous rappelle, ça reste un nazi. Ouais, mais qui reste quand même un putain de nazi. Et vraiment très film que j'avais jamais vu de Billy Wilder, et donc très belle découverte pour moi en tout cas. Donc Stalag 17 de Billy Wilder qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray chez Rémy dans une très belle édition, accompagné de bonus tout à fait intéressants. Gouléant. Gouléant. Pourrait-on dire. C'est gouléant, exactement. Nous allons passer à toute autre chose, mais nous allons continuer dans la performance d'acteur et dans les plans longs avec The Christophers. And what makes you think that you could do it? Well, they said that you were never up there. No. What makes you think you could actually do it? Do it! Well, the original brushes are all up there. The paints, the palette knives, the linseed, the rags. Those Kendall plushes have been dead stock for decades. The microfibers alone would vet huge. Well, you must know that your very premise that it is the correct equipment which makes the work is bollocks. I guess that's where the art of it comes in. Art? That's the part I am most interested in, I guess. The art of what? Becoming someone else. Oh, pooh. Get yourself your own mindset, Laurie Butler. You inhabit that. You don't squat in mine. It takes guts. It takes blood. It took my blood, and don't you think you can bleed for me? Oh, and it seems that you're not the only person in this room who wishes that you were someone else. I understand. I'm gonna go. You are in my home. You have lied to me. You have betrayed me. And you are, at least for the time being, still in my employment. So do an old bloviating, bloated ego a kindness and grab a stretched blank canvas from upstairs. Any size. You've seen yourself. There are dozens. Why? Because I have one question for you, and believe me, I shall pay particular attention to your answer, and after that, by all means, you are free to leave. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait du film The Christophers de Steven Soderbergh. Steven Soderbergh dont on parle ici régulièrement parce qu'il continue son petit bonhomme de chemin en faisant son film, voire ses 2 films annuels. Il fait son Quentin Dupieux, quoi. Oui, mais avec plus de qualité, je trouvais, plus de constance. Plus de bouteilles aussi. Parce que Steven Soderbergh, on en parle régulièrement ici, pas de tous ses films, et donc c'est quelqu'un qui très vite a décidé de faire un film pour lui, un film pour eux, donc en gros un film pour les studios, un peu plus bankable avec des vedettes, puis un film pour lui où il va être plutôt dans des choses
expérimental, mais avec des vedettes, on va dire, mais avec des vedettes quand même, parce qu'il a un très bon carnet d'adresse, Steven, et visiblement tout le monde aime tourner avec lui. Hein. Donc, et cinéaste qui toujours s'intéresse aux nouvelles technologies, aux nouvelles formes de caméra, aux nouvelles manières de filmer. Donc très vite, il est passé au numérique. Il a été intéressé par le cinéma virtuel, par la performance capture. Là, évidemment, il s'intéresse à l'IA. Hein. Gageons qu'il va nous faire probablement n'importe quoi. Mais donc, il nous avait quand même sorti 2 films l'année dernière. Son film d'espionnage avec Michael Fassbender et Cate Blanchett, le très chouette Black Bag, aka The Insider, est présent son film de fantôme écrit par David Koepp dont on avait parlé ici. Et donc là, The Christophers, il revient à un cinéma, on va dire, un peu moins a priori performatif, mais qui pourtant ressemble vachement au cinéma qu'il pratique depuis toutes ces dernières années, et notamment on en parlait en off avec Erwan, de Présence, donc qui était son film de fantôme, parce que là finalement on a un peu le même genre de mise en scène, de plans très longs, de caméras presque flottantes, qui errent dans un décor quasi unique, puisqu'on y suit un décor complètement dingue hein, d'ailleurs. Une belle maison au cœur de Londres. 2 belles maisons. Oui, 2 maisons en plus. Une demeure même, parce que donc on y suit une ancienne vedette de la peinture britannique des années 60-70, donc plutôt quelque chose d'assez provoquant, quelque chose de pop art, donc de peintre qui s'inscrivait dans toute une mouvance artistique qui avait lieu en Angleterre évidemment. Mais un peu connard quand même. Ah bah, comme les mecs des années 60-70, quoi. Et mais donc, un peu connard quand même. Une ancienne gloire qui vit reclus maintenant dans son immense demeure. Et ces 2 connards d'enfants arrivistes incarnés par Jessica Gunning et ce salopard de James Corden, donc présentateur de talk-show d'origine anglaise, mais qui fait des talk-shows américaines et qui va jouer notamment dans Cats, hein, le film de Tom Hooper. Et donc décide de retrouver et de compléter entre guillemets une série d'œuvres inachevées que leur père a fait il y a une trentaine d'années de ça, donc qui s'appelle The Christophers, et pour ça il décide d'engager et dont le modèle est une ancienne flamme du personnage, qui est un personnage qui est bisexuel et qui donc a vécu une histoire d'amour. C'est les années 60. Avec un jeune homme, et donc dont il a fait le portrait, qui était un peu son égérie, qui était un petit peu sa muse. Quoi. Exactement. Et donc le personnage de Ian McKellen, le peintre, incarne Julian Sklar, et donc la jeune femme qui va être embauchée pour être l'assistante tout en restaurant en loose day les œuvres, c'est Laurie Butler, incarnée par la formidable Michaela Cohen. Jeune actrice caribéenne, anglo-caribéenne, on va dire, et donc ça va être la confrontation, on va dire, de classe sociale, d'âge, d'univers entre l'ancien vieux grigou, de communauté aussi, proto-punk de la musique, de la peinture. De la peinture. Incarné avec fougue et verve par Ian McKellen, qui s'en donne à cœur joie. Il peut se mettre torse nu, il est en slip, il fait des effets de voix. Qui est très content d'être là. Qui est hyper content d'être là, d'avoir plein de beaux dialogues à débiter face à donc Michaela Cohen, qui elle justement a un jeu beaucoup plus en retenue, beaucoup plus sur la défensive aussi. Mais pas moins intense. Au contraire, elle est absolument formidable. Et donc évidemment, ça va être la confrontation entre ces 2 univers-là. Où évidemment ça va digresser dans des discours sur l'art, la finalité de l'art, qu'est-ce qu'être sur la question de l'auteur, sur l'auteur, sur qu'est-ce que c'est qu'être un artiste ou être un artisan, évidemment, qui sont des questions qui intéressent. Je pense quand même la plupart des cinéastes se posent à un moment donné, ou en tout cas essayent de mettre en fiction à un moment donné. Soderbergh l'a déjà fait par le passé par des biais un peu dérivatifs, et là pour le coup il le fait pleinement, justement dans un film extrêmement dialogué et assez malin finalement. Oui, complètement. Moi, j'avoue que... Alors que bon, je n'attendais pas grand-chose de ce film. Moi, Soderbergh, c'est un cinéaste... À part Ian McKellen, parce que tu aimes beaucoup Ian McKellen. Voilà, et c'est vrai que c'était un peu Ian McKellen qui a emporté le morceau, sur le papier en tout cas. Mais au final, moi, j'ai été assez heureusement surpris par ce film-là, qui est un film effectivement assez minimaliste, qui est un film qui est justement, là aussi, presque du théâtre. Filmé, enfin presque, en tout cas, on est presque dans un dispositif théâtral avec beaucoup de scènes d'intérieur et un côté assez autarcique d'ailleurs, une espèce d'univers assez autarcique, un peu l'univers avec l'idée que la maison est une espèce d'extension du cerveau du personnage, donc avec un bordel, un foutoir, mais avec plein de détails partout, plein de détails partout. Tu vois la bisexualité, alors c'est tout bête, mais la bisexualité du personnage, en fait, elle est avant même que le personnage apparaisse à l'écran, elle est annoncée par un petit drapeau arc-en-ciel qui est planté dans un coin du décor, dans l'entrée, et tout de suite on comprend.
Tout de suite, on sait. Il y a un portrait d'un homme dans un escalier. En fait, alors moi, c'est jamais un sujet, mais c'est juste planté. Exactement. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est qu'en fait, la narration est assez particulière. C'est-à-dire que dans la première demi-heure, on comprend pas trop bien de quoi parle le film. On comprend pas trop bien ce que c'est que cette histoire de Christopher. On a vraiment l'impression d'arriver de faire un peu irruption comme ça dans la fiction. Et du coup, on a un peu du mal à cerner de quoi, qu'est-ce que veulent les personnages en fait. Et en fait, ça se décante au fur et à mesure des dialogues, au fur et à mesure de ce que le personnage de Ian McKellen révèle de lui-même. Justement face à cette jeune femme qui est très silencieuse, qui elle dit très peu de choses sur elle-même, qui dit très peu de choses sur elle-même, qui est plutôt là qui est plutôt en position d'écoute. Mais au bout d'un moment, ça permet de construire une dynamique entre les deux personnages, dont les deux personnages quelque part ont besoin l'un et l'autre sans même trop le savoir en fait. Et ça, j'ai trouvé qu'il y a une espèce de il y a un côté. Je trouve qu'il s'en sort bien en fait. Je trouve que le film s'en sort bien parce que ça aurait pu devenir très prétentieux, ça aurait pu devenir assez chiant. Oui. Et au final, au bout de 1h40, tu t'es dit en fait c'est passé un peu comme une lettre à la poste. C'est voire même un peu court quoi. T'aurais presque pris 20 minutes. Un peu frustrant. T'aurais presque pris 20 minutes en plus de Ian McKellen de rapport entre Ian McKellen et cette comment elle s'appelle cette actrice? Elle s'appelle Michaela Coel. Oui, Michaela Coel, mais vraiment superbe, qui est vraiment formidable quoi, et qui gagne à être connue. Ouais, j'espère qu'on la reverra dans d'autres films parce qu'elle a une présence quand même assez dingue, justement en en faisant très peu, et avec un personnage en plus moi je trouve assez drôle de personnage qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui envoie chier mais toujours gentiment, mais par contre qui envoie chier quoi. Elle est mal aimable mais polie. Voilà, exactement. Il y a des scènes de négociation avec les horribles enfants où elle dit non, il n'y a pas moyen quoi, tu vois, et où tu sens qu'elle est plus intelligente qu'eux. Tu vois, elle leur fait des démonstrations où ils disent ouais, on va faire des procès contre vous. On dit ah bon, vous allez faire des procès? D'accord, mais c'est avant ou après par rapport à quoi? Par rapport avant ou après le chantage que vous êtes en train d'opérer sur moi et tout ça quoi. Donc elle est assez. Donc ce qui au départ pouvait apparaître comme une espèce de film de faussaire et de thriller policier et tout. En fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une histoire de rencontre entre deux personnages. Et moi, j'ai trouvé que les deux comédiens tiennent vraiment le film, et la mise en scène de Soderbergh, je trouve est plutôt bien, fonctionne bien avec le sujet en fait. Fonctionne pas mal avec le sujet, moi j'ai trouvé. Il paraît qu'il y a un côté de caméra comme ça qui défile, sur qui l'IA, capte. Sur l'IA, c'est quoi le rapport à l'IA dans ce film? Non, c'est pas sur celui-là, c'est sur un autre de ses projets. Oui. Parce que je me suis dit, t'as pas besoin d'IA, t'as deux acteurs, un décor super. Non, là c'est pour un de ses prochains films qu'il a probablement déjà tourné d'ici à ce qu'on aura terminé cette émission. Et Ian McKellen fait la même chose que Clint Eastwood dans La Mule, c'est-à-dire qu'il fait croire qu'il est diminué. Oui. Ça, j'adore quand les acteurs âgés font ça. C'est-à-dire qu'il descend un escalier à un moment, il est... il en chine. Moi, il y a même un moment, je me suis dit, quand je le vois, je l'ai vu apparaître assis, je me suis dit, putain, c'est pas un film où Ian McKellen, il va jouer que assis, parce qu'il tient plus debout, quoi. Et en fait, non, il tient... Au contraire. Non seulement il tient carrément debout, et au bout d'un moment, dans le film, il remonte ses escaliers, mais comme un jeune. D'un pas guiré. Et en fait, je me suis dit... Et du coup, j'ai fait, cool, parce que moi, j'aime beaucoup Ian McKellen. Moi, j'aime beaucoup Ian McKellen comme acteur, donc j'étais tout à fait... J'adore quand les acteurs font croire qu'ils sont moins bien portants qu'ils ne le sont en réalité, parce que ça me rassure. Voilà. Alors qu'il est vieux. Il est assez âgé, Ian McKellen, mais voilà, il est assez en forme, comme quoi Shakespeare, ça conserve. Exactement. Donc The Christophers de Steven Soderbergh, pardon. Et tout de suite, on va passer à La Peste. Bring out your dead! Bring out your dead! Here's one. Ninepence. I'm not dead. What? Nothing. Here's your ninepence. I'm not dead. Here. He says he's not dead. Yes, he is. I'm not. He isn't? Well, he will be soon. He's very ill. I'm getting better. No, you're not. You'll be stone dead in a moment. Oh, I can't take him like that. It's against regulations. I don't want to go on the car. Oh, don't be such a baby. I can't take him. I feel fine. Well, do us a favour. I can't. Well, can you hang around a couple of minutes? He won't be long. No, I've got to go to Robinson's. They've lost 9 today. Well, when's your next run? Thursday. You think I'll go for a walk? You're not fooling anyone, you know. Look, isn't there something you can do? I feel happy. I feel happy. Thanks very much. That's all. See you on Thursday. Right. Vous êtes toujours dans Nathan Godard sur Syllab, et donc c'était bien évidemment un extrait de Mon petit Python Sacré Graal de Terry Gilliam et Terry Jones.
le passage sur la peste et sur la mort, hein, voilà, un passage dramatique mais drôle également. Peut-être est-ce le cas donc dans The Plague de Charlie Paulinger que Margot et Erwan vous avez vu. Margot, alors de quoi que ça cause The Plague, un genre de film d'horreur? Alors, c'est légèrement horrifique. Il y a une petite tension, il y a des moments où on est un petit peu pas bien, mais de là à parler d'horreur, c'est un petit peu exagéré. J'avais l'impression que la bande-annonce vendait un peu trop ça, et en fait, au final... Oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que moi, j'ai pas vu le film. Mais... Voilà, tout à fait. Et malgré tout, j'ai quand même pas été déçue, parce qu'en fait, ça parle d'adolescence. Et il y a des rumeurs comme quoi il y a des enfants... En fait, c'est des enfants qui partent dans une sorte de camp de vacances spécialisé dans le water-polo. Et en fait, il y a une rumeur selon laquelle il y a un des enfants qui a la peste ou la lèpre. On ne sait pas trop, même les enfants d'ailleurs, entre eux, ils changent le mot pour un peu brouiller les pistes. Enfin voilà, c'est complètement pour exclure cet enfant-là qui a l'air un petit peu bizarre, entre guillemets. Et en fait, ça parle de ça parle de l'exclusion, de l'adolescence, du début de l'adolescence aussi, surtout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que, en fait, des films que j'ai pu voir qui traitent d'adolescence, en général, c'est plutôt la fin de l'adolescence ou le milieu. Enfin, ça va plutôt être le lycée ou le début de l'âge adulte. Où on a des périodes où il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Les coming-of-age movies, quoi. Voilà, tout à fait. Et là, on est vraiment sur... à cheval entre la fin de l'enfance et le tout début de l'adolescence. On est sur des enfants qui ont 12-13 ans et qui en plus ont encore des visages d'enfants pour certains, qui sont pas tout à fait autonomes, qui ont des petits problèmes de diction, qui ont des appareils dentaires, enfin ce genre de clichés un peu là. Mais je trouve ça très intéressant de parler de cette tranche-là parce que je trouve déjà c'est assez rare. Et en plus, je trouve que c'est même encore plus violent de ce qui se passe entre eux et de comment ils peuvent se moquer. Parce que, oui, en fait, les enfants / les adolescents peuvent être très violents entre eux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un film qui se situe dans le début des années 2000, mais ça reste très actuel. Alors, évidemment, aujourd'hui, on essaye de plus en plus de parler de harcèlement scolaire et tout ça, et même de harcèlement tout court, parce que, en l'occurrence, il s'agit de ça. Mais à l'époque, on en parlait encore moins. Et il y avait vraiment ce truc de « mais que font les adultes ?» Les adultes sont absents. Et j'ai plutôt été touchée par plusieurs scènes dans le film où on voit le personnage principal qui est tout seul, qui déambule dans les couloirs. Il n'y a personne, il n'y a pas un adulte pour surveiller. Et en fait, on est face à sa propre solitude. Donc je trouvais que c'était plutôt le point positif du film. Qui plus est, ça se passe... essentiellement dans une piscine. Enfin, il y a beaucoup de scènes dans la piscine, donc je trouve que ça vient en rajouter une couche de ça, en fait, ces moments où ils sont dans l'eau et en fait, ils sont un peu face à eux-mêmes à essayer de faire du water-polo et de rester la tête hors de l'eau. Enfin, littéralement, on est dans ça. Et j'ai trouvé le film plutôt intéressant par rapport à ça. Merci. Docteur. Ouais, moi aussi, j'avoue que premier film d'un réalisateur. Oui. Charlie Paulinger. Voilà, qui a été pas mal soutenu par le seul acteur un peu connu. Joel Edgerton, moi que j'aime beaucoup. Oui. Avec sa tête de chien triste. Exactement, qui joue le rôle d'un maître nageur assez paumé, qui comprend pas bien ce qui se passe, ce qui se joue en fait dans sa colonie de vacances, tourné dans les pays de l'Est. C'est ce qui donne ce côté un peu communiste. Oui, parce que le film est coproduit par la Roumanie, l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Exactement, tourné en Roumanie, donc ce qui donne un côté un peu années 80 à ce film qui pourtant se passe dans les années 2000 et qui va avec une grosse influence kubrickienne. Il y a comme pour moi il y a à la fois une influence de Shining dans les décors et une influence de la première partie de Full Metal Jacket dans les rapports entre les personnages. Notamment avec plein de scènes. Un genre de film de camp, quoi. Ouais, et avec des scènes, notamment des scènes de salle de bain et des scènes de toilettes. C'est des scènes de trucs avec du carrelage partout, avec des personnages qui ont l'air de pas aller bien, tu vois. Et j'ai vraiment ressenti moi cette vibe kubrickienne. Je pense que le réalisateur, il va falloir qu'il se détache un petit peu de cette influence-là, mais elle est pas mal digérée du tout. Et il y a à mon avis l'autre modèle quand même du film, c'est Sa Majesté des Mouches pour moi quand même, quoi. Parce que c'est vraiment un film sur l'apprentissage de la cruauté. C'est un film, à mon avis, c'est peut-être moins un film sur le harcèlement que sur comment est-ce qu'on devient un harceleur, en fait. Comment soi-même, alors qu'on n'est pas forcément quelqu'un de malfaisant au départ, et c'est ce qui arrive au héros, en fait, comment est-ce que, parce qu'on veut se conformer au groupe,
tout en tentant de se détacher du groupe, mais qu'on ne sait pas trop comment jouer la partition, comment est-ce qu'on finit par être tiraillé entre de l'empathie, de l'égoïsme, de la cruauté, de la méchanceté. Et moi, j'avoue que même si j'ai pas du tout connu de situations similaires, en tout cas aussi violentes sur le plan psychologique et même physique, moi, ça m'a quand même vachement rappelé des ambiances de cours de sport au collège, de vestiaire, quelque chose des ambiances de pensionnat, tu vois, quelque chose de très masculin, une espèce de masculinité que tu éprouves en fait quand t'es préadolescent, quand t'es jeune adolescent. Ah, puis la piscaille, c'est terrible. Voilà, et la piscine, la pistoche et tout, et qui est hyper violent. Je dis pas que c'est moins violent chez les femmes, mais là, je trouve que c'est un film qui montre très très bien comment ça fonctionne chez les garçons. Comment la création de la masculinité. Et d'une masculinité qui est là pour le coup, dont on sent bien qu'elle va devenir extrêmement problématique par la suite, parce que c'est de la domination, c'est un rapport aux femmes qui est un rapport aux femmes complètement hallucinant, qui est un rapport complètement fantasmé et objectifié de manière permanente. Donc c'est mal, enfin ils sont malsains et alors moi je trouve que dans ce film là les jeunes comédiens sont complètement dingues. Moi j'ai trouvé qu'ils sont celui qui est un peu le chef de la bande là, il a un petit sourire en coin, et en même temps il a quelque chose d'enfantin. Et je trouve en fait, et c'est assez intéressant de voir, en fait c'est pas un film d'horreur, par contre c'est un film sur l'adolescence qui utilise en fait des codes de narration et des codes de mise en scène qui sont des codes du film d'horreur. Donc en fait l'idée c'est pas que c'est pas un film d'horreur, c'est que l'adolescence ou la préadolescence est un film d'horreur. Et c'est ça que je pense que le réalisateur veut nous dire, c'est cette période de la vie, en tout cas, et j'ai lu des interviews du réal, il dit bon, c'est quand même assez nourri par sa propre expérience, même si encore une fois ça reste de la fiction, mais il dit quand même que c'est assez nourri par sa propre expérience. Et ouais, je vois ce qu'il veut. Moi c'est ça le truc, c'est que je vois carrément ce qu'il veut dire, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film sur l'adolescence où j'ai trouvé que le réalisateur touchait juste ou en tout cas où ça correspondait, ça faisait écho à des trucs que moi à des souvenirs que j'avais de ma propre adolescence. Ça c'est assez rare dans ce genre de film là, et c'est assez rare pour être noté. Margot. Oui, je suis assez d'accord, sachant que souvent c'est dur de réaliser des films sur l'adolescence quand on est adulte et quand on est passé à autre chose, parce qu'on peut vite tomber dans des clichés. Là, il y a un gros sujet sur la sexualité. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Et je me suis souvenue de moi, à peu près au même âge. Moi, j'avais beaucoup d'amis garçons. Donc, j'étais un peu plongée dans ce genre de choses-là aussi. Et en fait, je me souviens le matin à 8h, la première chose dont les garçons se parlaient, c'était sur quoi ils s'étaient masturbés la veille. Enfin, on était vraiment là-dedans. Donc, voilà. Non mais et ça c'est bien la jeunesse des années 2010. Tiens, voilà. De toute façon, nous, on n'avait pas Internet. Ils ont honte de rien. Alors, c'était un peu avant 2010. Ouais, un peu avant 2010. Quand même. Millennials, quoi. C'est ça, c'est vous les millennials. Nous on n'est pas pareil parce que nous on est nés plus tôt. On n'est pas pareil. Mais vous aviez des revues porno, vous aviez des. Mais oui, mais nous ça fonctionnait. En fait, ça fonctionnait. Oui, effectivement, nous c'était le porno sur Canal et tu vois c'était. Parce que t'avais Canal+, toi, Billon. Non, bien sûr que non. J'avais pas Canal+. Ouais, mais du coup ça veut dire que si tu voulais avoir accès au porno, tu pouvais pas aller sur Internet. Il fallait demander à un pote de t'enregistrer le boulard sur Canal. Ce qui veut dire qu'il fallait dire à ton pote que tu regardais des boulards. Et en fait, ça se disait. Ou voler à la maison de la presse. Moi, ça se disait pas trop. En tout cas, dans mon groupe de potes à moi, mais je sais aussi qu'il y avait d'autres groupes de mecs qui étaient beaucoup plus open, on va dire, en termes en tout cas en termes de discours. Hein. Après, en termes de faits. Grand disou, petit faisou. Exactement, voilà, exactement. Voilà, tout ça pour dire que après, c'est surtout après être sorti du film et après avoir cogité un peu sur tout ça, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de justesse dans ce film et c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Et effectivement, il faut parler de ce sujet-là et comprendre que l'adolescence, c'est vraiment hyper violent à plein de phases différentes pour plein de raisons différentes. Non. Et effectivement, le bleu qui est très prégnant dans cette espèce de truc où il y a des toilettes, il y a la piscine, comme tu disais Thomas, on est hyper vulnérable en fait quand on va à la piscine. C'est des moments où le corps il change. C'est quand même. Il y a plein de des perçages de boutons d'acné. C'est quand même l'âge où tu es le moins à l'aise avec ton corps et c'est là où on te force à te foutre en slip de bain devant tout le monde.
Et je trouve que là, c'est bien. Moi, j'ai vraiment ressenti certaines des espèces de réminiscences, mais pas genre j'ai vécu ça, mais plutôt ok, je vois ce que tu veux dire. J'ai vécu l'enfer de Ça l'a Corée. marqué parce qu'il a fait aussi un court-métrage qui s'appelle Sauna, qui traite à peu près du même thème. Donc on sent que ça le travaille. Mais c'est intéressant de voir que ça fonctionne aussi avec toi, en fait. Ouais. Alors que je pense que le mec a plus mon âge que le tien, je pense. Je pense qu'il est plus proche de mon Si âge vieux que que ça. Bah, je sais pas. Je crois pas, je crois qu'il a la quarantaine. Hein. Moi, oui, c'est comme vrai. moi, comme moi, en fait. Donc il est plus proche de moi. Voilà. Oui, c'est vrai, Il est proche de moi. Pardon. Mais non, moi j'ai trouvé vachement intéressant comme premier film. Merci, donc c'est The Plague de Charlie Paulinger, encore dans les salles. On va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur, docteur. Moi, ce sera pas très compliqué. Ça sera voilà, le merveilleux film Ega donc de S.S. Rajamouli. Donc tu avais déjà dû donner, toi, en coup de cœur il y a quelques temps, que moi, j'avais pas vu. Que j'ai vu sur... C'est la première fois que je voyais en salle. Que j'ai vu sur grand écran donc dimanche dernier dans le cadre du film Dimanche soir, dans une salle tout à fait correctement remplie. Ah oui. Public enthousiaste et réactif. Et c'était très 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 sympa. Tellement sympa que même les effets spéciaux qui piquent un peu les yeux, ça passait comme une lettre à la poste. À la hongkongaise. À la hongkongaise, exactement. Et c'était vraiment, moi j'ai bien rigolé. Je t'ai entendu peut-être à côté de moi, t'as pris du plaisir. J'ai bien rigolé. Donc c'était bien. Merci docteur. Margot. Alors moi, ça n'a rien à voir puisque... Aucun lien. Non, Sans par contre, transition. on a parlé de nazis tout à l'heure. Ça tombe bien parce que j'ai lu un livre de Johan Chapoutot sur le management, donc libre d'obéir. C'est assez intéressant, ça fait le lien entre des techniques de management actuelles et qu'est-ce qui a été mis en place comme forme de management, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, notamment dans les camps et de contrôle des masses, on va dire. Tout à fait. Et de contrôle du langage. Et l'administration, très important, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Donc, Libre d'obéir de Johan Chapoutot. C'est son premier gros bouquin, son premier bouquin qu'il a un peu révélé, si je dis pas de bêtises. Son premier best-seller. C'était un peu son premier best-seller. Tout à fait. Très bien. Merci Margot. Alors moi, pour rester dans les nazis ou la bagarre contre les nazis, donc c'est la bataille de Gaulle. J'écris ton nom, toujours réalisé par Antonin Baudry. 3 semaines après le premier volet, nous ferons une émission dans quelques jours avec l'équipe B d'En attendant Godard pour deviser de ces 2 films. C'était toujours hyper chouette, à peu près les mêmes scoristes que dans le premier et les mêmes immenses qualités, et notamment un impérial, un monstrueux, un génialissime Nils Schneider dans le rôle du général Leclerc. Donc voilà, c'était formidable et nous en reparlerons en long, en large et en travers dans quelques jours. Merci beaucoup Margot à la mise en son de cette émission. Merci docteur. On se retrouve la semaine prochaine au complet donc pour parler de Péplum. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.